Bienvenue à PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Dans le cadre de la dernière capsule, nous avons vu que l'article scientifique est de loin la forme la plus prestigieuse et la plus fréquente de publication en psychologie. Ceci veut dire que dans le cadre de futurs cours que vous allez prendre, ou même dans le cadre d'un futur emploi, où on vous demandera de d'écrire quelque chose qui traite sur un sujet psychologique et qui le traite de manière scientifique, et on va vous demander d'utiliser la science la plus récente, qu'est-ce qu'on sait scientifiquement sur tel phénomène. Vous avez des grandes chances que vous allez devoir lire, ben non seulement lire, mais aller chercher, trouver et lire des articles scientifiques. Okay? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le format d'un article scientifique. Les formats des articles scientifiques varient très peu. Ils sont, si on veut, imposés. Ce format-là est imposé par la American Psychological Association. Tout ce qui est publié dans des articles scientifiques, dans des revues scientifiques en psychologie, a pas mal le même format. Il peut y avoir des petites variations, mais c'est pas mal tout le temps la même chose. Et ce format de la American Psychological Association, de la APA, sectionne un article de la manière suivante. Résumé, introduction, méthodologie, résultat, discussion et bibliographie. Chacune de ces sections-là contient de l'information spécifique, importante. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder chacune de ces sections et on va faire un bref survol pour voir quel est le but de la section, qu'est-ce qu'elle offre et qu'est-ce qu'on devrait en retirer. OK, alors on commence avec le résumé. Et en passant, la vaste majorité des articles scientifiques en psychologie sont écrits en anglais. Et la langue de la science est l'anglais. Donc, je mets les titres des sections en français, mais en anglais ici. Alors, en français, c'est résumé, mais il y a des bonnes chances que vous lisiez des trucs en anglais, et en anglais, ça serait abstract. Okay? Alors, le but d'un abstract ou d'un résumé, c'est évidemment un court résumé, typiquement quelque part entre 120 et 200 mots. Ça dépend de la revue, mais c'est généralement très court. Okay? Et c'est au tout début, vous pouvez le voir ici dans l'exemple. Où est ma souris? Ici. Okay? Donc vous avez le titre, les auteurs, puis ici il y a le résumé. Okay? Et ce résumé-là, ce qu'il fait dans le fond, c'est qu'il décrit le but de la recherche, les hypothèses, la méthode qui a été utilisée et les résultats principaux. Et parfois même une phrase très courte sur la conclusion principale de la recherche. Okay? Et c'est quoi son but dans le fond à ce résumé-là? Mais son but, c'est que lorsque vous cherchez des articles pour un projet, par exemple dans un cours, euh, ça prendrait énormément de temps à chaque fois que vous trouveriez un article de lire tout l'article pour voir si c'est pertinent à votre projet ou non. Alors, ce que le résumé permet de faire, c'est qu'il vous permet à sa lecture de déterminer si l'article est pertinent pour ce que vous cherchez ou non. Parce que par le titre, on ne peut pas nécessairement toujours le savoir. Okay? Mais en même temps, on ne veut pas lire tout l'article non plus parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, le résumé te permet de dire très rapidement sur quoi ça portait, quelles étaient les hypothèses, comment qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a trouvé, puis qu'est-ce que ça veut dire. À quelque part entre 120 et 200 mots. Okay? Donc, c'est extrêmement important. Et généralement, dans le format APA, on trouve aussi en dessous du résumé, on trouve des mots-clés, keywords ici. Donc, vous pouvez voir pour la recherche ici, les keywords sont children, emotion, facial action units, facial expression. Ça, ce sont des mots-clés ce sont les mots-clés qui sont collés, si on veut, à cette recherche-là. Ce qui veut dire que plus tard, dans un moteur de recherche, pour lequel je vous ferai je vous ferai pratiquer avec ce moteur de recherche-là, en entrant les mêmes mots-clés qui sont Children, Emotion, Facial Action Units et Facial Expression, vous devriez retrouver d'autres recherches qui ont été publiées, d'autres articles qui ont été publiés, qui portent fondamentalement sur la même chose que cet article-ci. Donc les keywords, les mots-clés sont extrêmement importants. Par la suite, l'article commence officiellement avec ce qu'on appelle l'introduction. Maintenant,
ne cherchez pas toujours dans l'article le titre introduction. La vaste majorité du temps, il n'y a pas de titre introduction. L'article fait juste commencer. Okay? Mais la première partie de l'article, après le résumé, c'est le début de l'article officiellement. C'est toujours l'introduction. Introduction, mise en contexte. Il y a toutes sortes de mots qu'on peut utiliser. Contexte théorique de la recherche, peu importe. Le but, c'est, dans le fond, de commencer à expliquer quel était le but de la recherche. Pourquoi est-ce qu'on a fait de la recherche. Donc, c'est le début officiel du texte. On y retrouve typiquement une présentation du sujet dans les premiers paragraphes, très rapidement. Okay? Donc, en lisant les premiers paragraphes, on a une idée de quoi la recherche parle, très largement. Puis, les paragraphes du milieu de l'introduction présentent typiquement le contexte théorique et empirique de manière plus étoffée, si on veut. Okay? Alors, en lisant une introduction, vous devriez généralement, si l'introduction est bien écrite, vous devriez, si vous l'avez compris, être capable de répondre à la question « Quelle théorie sera testée ?» ici. Okay? Bref, qu'est-ce qu'on fait? Quelle théorie est-ce qu'on veut tester? Est-ce qu'il y a eu des études, est-ce qu'il y a déjà eu des études qui ont essayé de tester cette théorie-là? Puis, si oui, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces études-là? Comment elles ont typiquement fait ça? Et qu'est-ce qu'elles ont trouvé? Et qu'est-ce qui rend cette étude-ci importante comparativement aux autres? Qu'est-ce qu'elle ajoute? Qu'est-ce qu'elle vient rajouter? Comment est-ce qu'elle traite le sujet différemment? Comment est-ce qu'elle se propose de tester la théorie différemment? Hein? Qu'est-ce qui rend l'étude importante? Des fois, ça peut être que elle teste une hypothèse ou une théorie qui n'a jamais été testée, ou bien ça peut être, généralement, ça va être que il y a des études dans le passé qui ont testé une théorie, mais ils ont fait ça, mais il y avait certains problèmes avec leur méthode. Alors l'étude présente une nouvelle méthode qui est meilleure, ou des fois c'était comme il y a eu des études passées, puis elles étaient bien faites avec une bonne méthode, mais elles ont juste exploré une population, comme par exemple les Américains, puis dans cette étude-ci, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller dans une autre population pour voir s'il y a des différences culturelles. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent rendre une étude présente importante, mais en lisant toute l'introduction, vous devriez vraiment être capable de répondre à ces questions-là. C'est quoi qu'on essaie de faire? Okay? Puis, généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est tester une théorie. Okay? Qu'est-ce qu'on a déjà fait dans le passé, soit nous ou bien d'autres personnes qui ont déjà travaillé là-dessus, et qu'est-ce qui rend l'étude présente, importante, par rapport à celles qui ont été faites dans le passé. Okay? Portez attention au dernier paragraphe de l'introduction, c'est typiquement là où on présente très, très, très clairement la question de recherche spécifique et les buts et les hypothèses de l'étude. Ça veut dire que tout ça est un peu partout dans l'introduction, mais généralement, vers la fin de l'introduction, l'auteur ou les auteurs vont être très, très clairs par rapport surtout par rapport aux hypothèses puis aux buts spécifiques de l'étude. Donc, parfois, si on a peu de temps, puis qu'on n'est pas certain avec le résumé ou le résumé est mal écrit, on peut rapidement parcourir l'introduction, puis si on va vers la fin de l'introduction, juste avant la prochaine méthode, la prochaine section, qui est méthodologie, vers la fin de l'introduction, on peut trouver de l'information très, très précise sur le but de la recherche et les hypothèses. OK, la prochaine section, une fois que l'introduction ou la mise en contexte théorique est terminée, c'est la section méthodologie, ou en anglais, method. Hein? Cette section-là, son but, c'est d'expliquer en détail comment les chercheurs ont mené leur étude. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait spécifiquement avec qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait faire aux participants, en d'autres mots? Et qui étaient ces participants-là? Et quels outils ils ont utilisés? Okay? C'est vraiment la section, c'est pas une section théorique, là, c'est vraiment une section de qui a fait quoi, quand, comment, combien de temps ça a pris, etc. Okay? On y retrouve dans cette section méthodologie ou method 3 sous-sections, toujours les mêmes dans le même ordre.
participants, matériel et procédure. Alors, le participant, la sous-section participant, qui fait partie de la section large méthodologie, et cette sous-section participant, vous y retrouvez toute l'information importante sur les participants. Quels étaient leur âge moyen, combien d'hommes y avait-il, combien de femmes y avait-il, des gens qui se définissaient d'autres genres que hommes et femmes. Vous pouvez trouver des informations démographiques, quel était le pourcentage de personnes qui étaient d'une certaine origine ethnique, d'une autre, tu sais. Donc, toute l'information que les auteurs ont jugée pertinente par rapport aux participants se retrouve dans la sous-section participants. Hein? Ensuite, après la sous-section participants, il y a la sous-section matériel. Ici, c'est l'endroit où l'auteur ou les auteurs décrivent et identifient tous les outils matériels qu'ils ont utilisés pour faire l'étude. Des programmes ordinateurs, des plateformes, des questionnaires, tout ce que tu as utilisé pour faire l'étude est dans la section matériel. L'idée étant que si je lis l'étude moi puis j'aimerais refaire la même étude avec un autre échantillon de personnes, je serais capable d'aller chercher exactement le même matériel. Hein? Et la troisième sous-section de la section méthodologie, c'est la section procédure. La section procédure, elle te dit qu'est-ce que tu as fait faire aux participants? Qu'est-ce que les participants devaient faire? Qu'est-ce que tu as dit aux participants? Comment tu leur as dit? Qu'est-ce que tu leur as demandé de faire? Combien de fois tu leur as demandé de faire ça? Combien de temps ça a pris? Qu'est-ce que tu as fait à la fin pour les remercier? Etc., etc. Donc, la procédure, ça décrit en gros, comment c'était de participer à cette étude-là. Qu'est-ce qu'on a demandé à faire aux participants? Comment on leur a demandé d'utiliser le matériel? Comment on a utilisé le matériel pour faire l'étude? Et encore une fois, le but de la section procédure, c'est que si je voudrais refaire l'étude, je pourrais la refaire exactement de la même manière, en disant les mêmes choses que vous avez dit aux participants au même moment, de la même manière, en utilisant les mêmes mots, en faisant faire le même nombre de tâches aux participants. Je pourrais tout refaire pareillement sans jamais avoir à vous poser de questions. Une bonne section procédure me permettrait de faire ça. Une bonne section matériel me permettrait d'aller chercher exactement le même matériel que vous. Et une bonne section participant me permettrait d'aller échantillonner sur exactement le même nombre de participants. Par exemple, si vous aviez 30% hommes ou 70% de femmes dans votre échantillon, je pourrais aller chercher un échantillon qui est en tout point pareil pour essayer de refaire votre étude en tout point pareil pour voir si je trouve les mêmes résultats. Okay? Ce qui est quelque chose de très important en sciences et en psychologie, d'essayer de répliquer les résultats des autres. Donc, une bonne section méthodologie, comme je vous dis, vous permet de reproduire l'étude, si vous le vouliez, sans avoir à poser aucune question aux auteurs parce que tout est là dans le texte. Suite à la section méthode, avec ces trois sous-sections, participants, matériel et procédure, l'auteur présente maintenant les résultats. Okay? Ce qu'il ou elle a ou ont obtenu comme données et les analyses sous forme d'analyse statistique. Alors, on voit ici un exemple d'un article, d'une partie de la section résultats dans un article scientifique. Okay? Donc, c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de statistiques. La section résultats, results en anglais, okay? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle décrit les résultats quantitatifs ou qualitatifs de l'étude. Alors, quantitatif, c'est des chiffres. Qualitatif, c'est des fois, on va chercher des données qui ne sont pas nécessairement chiffrées. On peut aller chercher des opinions, des phrases, des réponses à des questions d'entrevue, des trucs comme ça. Très souvent, par exemple, en psychologie, on essaie de faire quantitatif. Bien qu'il y a de la place aussi pour des données qualitatives. Il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement mesurables en chiffres, mais en tout cas. Donc, cette section-là décrit les résultats. Qu'est-ce qu'on a trouvé, bref. Okay? Et elle vous parle des tests statistiques qui ont été utilisés. Oups, test devrait avoir un S ici. C'est mon erreur, mais je ne recommence pas.
Donc, on utilise des statistiques en psychologie pour essayer de faire ressortir des conclusions, des données, pour essayer de faire parler les données. Et donc, la section résultats vous parle des tests statistiques qui ont été utilisés sur les données euh, et vous dit ce qui ressort de ça. Okay? Euh, on y retrouve aussi très souvent des tableaux ou des figures. Donc ici, on voit un tableau, okay? Table 1, ici. On voit une figure ici, Figure 1. Parfois, ces tableaux et figures peuvent être à la toute fin de l'article, après la discussion finale. Ça peut arriver, dépendant de leur taille. Des fois, ils sont dans la section résultats. Ça dépend de l'éditeur de la revue, ça dépend de l'aspect esthétique de la chose. Okay? Mais très souvent, on va retrouver dans la section résultats des tableaux et des figures qui résument. Leur but à eux, dans le fond, c'est de prendre quelque chose d'extrêmement long et compliqué et de le résumer en quelque chose de plus simple. Euh, Lorsque vous allez lire des articles scientifiques, dans le cadre de votre bac, et surtout pendant les premières années de votre bac, euh, et même vers la fin, je dois dire, il est complètement normal que vous allez vraiment avoir un genre de réaction un peu phobique aux sections résultats, parce que parfois, les statistiques présentées sont assez avancées, et puis les étudiantes, les étudiants de premier cycle ne comprennent pas tout le temps les statistiques présentées dans cette section-là, pas parce que vous êtes faible là-dedans, mais parce que c'est difficile et c'est long à comprendre et c'est parfois un peu très technique, disons. Et je vous avouerai que même moi, des fois, il y a des fois que je lis de la recherche, puis je saute un peu la section statistique, puis je m'en vais directement à la conclusion pour voir ce qu'ils ont trouvé, parce que des fois, c'est un peu trop technique, dépendant du domaine de recherche, dépendant des types d'analyse statistique utilisés. Mais bref, vous pouvez très souvent vous sortir de ça en regardant les résultats principaux dans les tableaux et les figures. Parce que les auteurs savent qu'au-delà du texte où ils décrivent les analyses statistiques utilisées, puis ce qu'ils ont trouvé, ainsi de suite, les résultats, et ainsi de suite, que vraiment, ce qui est le plus gagnant pour eux, c'est de mettre des tableaux et des figures qui montrent les résultats les plus importants, les résultats principaux. Et que les gens peuvent comprendre juste en regardant et en disant ah oui, ok, la barre est plus haute ici. Où est mon truc? Ok, la barre est plus haute ici en gris foncé qu'en gris pâle. Donc, je sais pas moi, dépendant de ce qu'on regardait, là, le score est plus haut ici que là. T'sais. Donc, on peut voir visuellement. Ici, on voit des moyennes, je pense. T'sais, des pourcentages, en fait, si je vois bien. Ouais. Et donc, c'est plus simple parfois juste regarder un tableau ou un graphique, une figure, pardon, plutôt que de lire textuellement tout ça. Mais donc, vous retrouvez tout ça dans la section résultats qui a comme but de dire quelles sont les analyses statistiques qu'on a faites et qu'est-ce qui a émergé de ces analyses statistiques-là. Une fois la section résultats passée, on rentre dans la section discussion. Okay? En anglais, c'est la même chose, c'est discussion, très 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 souvent. Le titre est littéralement discussion. Euh, J'allais dire conclusion parfois, mais pas vraiment. Conclusion, c'est vraiment la toute fin de l'article. C'est une petite section qui résume vraiment le tout. C'est quasiment comme un autre résumé, mais à la fin. Mais c'est vraiment, trois quarts du temps, cette section-là s'appelle vraiment discussion, celle qui est après les résultats. Là. Alors, dans la discussion, le but, c'est de revenir sur les résultats, mais simplement, mais d'enlever tout ce qui est analyse statistique, puis de discuter de qu'est-ce qui est ressorti vraiment verbalement, qu'est-ce qui est ressorti en gros des résultats, et comment est-ce que ce qui est ressorti des résultats, comment est-ce que c'est pertinent au but de la recherche et à la hypothèse ou aux hypothèses de l'étude. Okay? Donc, il n'est pas rare que les auteurs savent que par le temps que vous arrivez à la section discussion, vous avez lu tout le reste et vous avez peut-être oublié très précisément c'était quoi encore le but exactement de la recherche, puis c'était quoi encore les hypothèses spécifiques, je ne me souviens plus, puis c'était
c'était quelle méthodologie exactement qu'ils ont utilisé? Donc, très souvent, si c'est une discussion qui est bien écrite, très souvent, les premiers paragraphes de la discussion vont très rapidement résumer pour vous le but, la méthodologie et les hypothèses de l'étude. OK? Puis ensuite, la section va montrer comment est-ce que les hypothèses sont confirmées ou infirmées, ce que veut dire non confirmées, par les résultats qu'on a trouvés. Donc la section discussion commencerait comme, par exemple, le but de cette étude était de vérifier blablabla. Bla, 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 pour ce faire, nous avons utilisé telle tâche, blablabla, tel questionnaire, blablabla. Spécifiquement, les hypothèses étaient ta. Et là, ils vont commencer. Pour la première hypothèse, les résultats supportent notre hypothèse. Ceci veut dire que ta. Toutefois, la deuxième hypothèse que nous avions faite n'est pas supportée par les données ou elle est partiellement supportée par les données. Okay? Donc, très souvent, on va recommencer très rapidement au début de la section, genre de toute petite redescription de l'étude. Il y a une grande... Et donc, c'est ça, vraiment, le but, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est dégagé des résultats par rapport au but et aux hypothèses. C'est aussi énormément la place pour faire des liens entre ce que l'auteur a trouvé et ce que les autres recherches avant lui avaient trouvé. Est-ce que les résultats trouvés concordent avec des résultats, les travaux antérieurs? Est-ce que, entre guillemets, ça match ou est-ce que ça ne matche pas? Et si ça ne matche pas, entre guillemets, y a-t-il des explications? Y a-t-il des raisons? Est-ce à cause qu'on a utilisé une nouvelle méthode? Est-ce que, tu sais, donc, on essaie de faire du sens de nos résultats en parlant, en incluant cette recherche-ci dans un plus grand bol, si on veut, ou un groupe d'autres recherches, en utilisant les recherches passées. Okay? Et aussi, il est important, croyez-le ou pas, dans la discussion de vendre son étude, ce qui veut dire qu'il faut essayer de vraiment faire comprendre aux lecteurs ou aux lectrices que l'étude suivante a certains mérites. Et donc, qu'est-ce qu'elle vient contribuer, cette étude-là? Il faut être capable de vendre l'étude, de dire voici ce que l'étude vient contribuer aux connaissances. Bon, il y a plein de choses qu'une étude peut apporter de nouveau. Okay? Il y a plein de contributions. Et il n'y en a pas toujours juste une. Mais voici des exemples de contributions. Par exemple, ça peut être une étude qui va tester une hypothèse qui n'avait jamais été testée avant. Donc, qui va tester une nouvelle hypothèse, par exemple. Ou, donc ça serait une bonne contribution. Ou ça pourrait être une étude qui fait partie d'un courant de recherche qui a comme but de tester telle théorie ou telle hypothèse, puis il y a déjà eu plein de recherches là-dessus, par exemple. Tu sais, comme c'est une recherche sur le développement social chez les enfants, puis il y a déjà eu plein de recherches là-dessus, mais cette recherche-ci, ce qu'elle a de spécifique, c'est qu'elle utilise une méthodologie créative, nouvelle, que personne n'a jamais utilisée avant. Elle utilise une méthode spécifique, des outils spécifiques que personne n'a jamais utilisés avant. Okay? Donc ça serait sa contribution. Ou ça pourrait être que toutes les recherches antérieures sur ce domaine ont été faites chez des Américains entre 18 et 25 ans, typiquement caucasiens, donc entre guillemets blancs, si on veut. Et il y a très peu de recherches sur d'autres groupes culturels. Donc cette étude-là est allée a utilisé un échantillon, a échantillonné dans 5 différents pays du continent africain. Et donc, c'est ça sa contribution. C'est d'aller chercher des participants qui dépassent, si on veut, la catégorie des anglophones américains blancs entre 18 et 25 ou 35 ans, par exemple. Donc, ça peut être au niveau vraiment de l'échantillonnage. Puis, ça peut être tous ces trucs-là. Ça peut être d'autres choses aussi. Donc, mais c'est le temps dans la discussion, typiquement vers la fin de la discussion, de pas vanter et comment dire, c'est pas le temps d'être trop vantard, mais il faut quand même présenter les mérites de l'étude. Il est aussi très important
de présenter les limites de l'étude. Okay? En même temps qu'on présente pourquoi notre étude est bonne, il est important de dire là où on pense que notre étude a des limites sérieuses, et il est le temps de dire, d'identifier ces limites, de montrer qu'on en est conscient, et de proposer certaines choses que les futures recherches devraient faire pour dépasser ces limites-là, pour si on veut, ouais, c'est ça, pour régler ces problèmes-là, les problèmes de notre étude. Okay? Et donc, en plus de ça, lorsqu'on trouve quelque chose, par exemple, si on a des données qui viennent supporter notre hypothèse, il est très important d'essayer de réfléchir plus loin, puis d'essayer de trouver des explications alternatives. T'sais? Comme par exemple, si nos données supportent notre hypothèse, puis ça supporte la théorie qu'on voulait tester, il est très important pour les auteurs de prendre du temps dans la discussion pour essayer de voir est-ce que ça se peut, est-ce que ça serait possible on ait trouvé les données, mais pour une autre raison, qui n'est pas que notre théorie est vraie. Et donc, ça demande d'essayer de réfléchir à des explications alternatives et de proposer des avenues de recherche futures. En d'autres mots, qu'est-ce qui pourrait expliquer que je retrouverais les mêmes résultats que j'ai trouvés, mais que ça ne serait pas à cause que mon hypothèse ou ma théorie est vraie. Ce serait pour une autre raison. Puis je ne suis pas en train de tenir compte de ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? Puis comment est-ce que les futures études pourraient tester ça? Hein? Donc tout ça font une excellente discussion. Tous ces éléments-là. Finalement, une partie extrêmement importante, la bibliographie, ou en anglais, references. Partout à travers le texte, il y aura des citations, des noms entre parenthèses avec des années, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'une source est citée dans le texte, soit dans la discussion finale, ou dans la section méthodologie, ou dans la section introduction, cette citation-là est reliée à une entrée dans la bibliographie, où vous pouvez aller voir plus loin pour voir quelles sont les sources que l'auteur ou les auteurs ont utilisées. Okay? Donc, cette liste de bibliographies-là, à la fin, est extrêmement importante parce qu'elle vous permet d'identifier et d'aller chercher des références aux besoins. Dans le sens où, si vous trouvez un article que vous trouvez intéressant puis pertinent pour un travail, par exemple, que vous devez faire, puis là, vous demandez, je me demande comment je pourrais trouver d'autres articles qui ont rapport à ça. Bien, allez voir la liste. Allez voir la bibliographie. Et vous allez voir là énormément d'articles qui sont directement reliés à l'article que vous êtes en train de lire. Okay? Donc, lorsque vous cherchez des articles pour un projet, c'est pas juste d'aller sur Google puis taper une question de recherche puis voir qu'est-ce qui sort. La minute où vous trouvez un article, utilisez sa liste bibliographique pour aller chercher d'autres articles. C'est l'endroit idéal pour regarder, pour essayer de fouiller quoi d'autre a été publié sur cette question de recherche-là. Extrêmement important. Dans le cadre de la prochaine capsule, on va regarder comment lire la recherche scientifique. Parce qu'il s'avère que c'est pas écrit comme un roman, comme une histoire, et c'est beaucoup plus difficile à lire qu'on pourrait le croire, dans le sens où ça coule pas naturellement, il n'y a pas de personnages, il n'y a pas des choses qui arrivent, c'est souvent très technique, et donc et ça demande une certaine pratique. À plus tard.